Et donc tout de suite, on va pouvoir passer à Arthur qui nous a préparé son formidable Cinémarx. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour à toutes Le et suspense. tous. Bien le bonjour. Et bienvenue dans Cinémarx, la chronique qui met le capitalisme hors champ. Qui n'a pas vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Et t'en fais une analyse de classe, ça m'intéresse. Je vais y venir. Les personnes qui nous regardent, vu qu'on a quelques spectateurs, bien entendu, vous avez vu Amélie Poulain ou pas ? Ouais, tout le monde l'a vu donc. Tout le monde a déjà vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain, devenu un emblème français à travers le monde, et le plus souvent appelé plus sobrement dans les autres pays Amélie. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est 8,6 millions d'entrées en 2001. C'est énorme. C'est énorme. Il est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, à qui on devait déjà, avant Amélie Poulain, Délicatessen, qui est un excellent film, je recommande, La Cité des Enfants Perdus ou Alien Résurrection, et qui a fait par la suite Un long dimanche de fiançailles. Donc c'est vraiment un gros réalisateur quand même, même si dernièrement, avec son Big Bug qu'il a réalisé pour Netflix, était très mauvais et a été largement critiqué par la presse. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui a été beaucoup plébiscité et c'est mérité car c'est un très bon film. C'est un film qui expérimente, techniquement irréprochable, unique par sa voix off comptée par André Dussolier, unique par son scénario sublimement écrit avec ses personnages reconnaissables et si bien caractérisés, et surtout Amélie incarnée par Audrey Tautou, hyper attachante. Et vous savez quoi, c'est un de mes films préférés. Mais oui, c'est un classique. Mais comme beaucoup de gens, et cette BO par Yann Tiersen, c'est absolument fou. Est-ce que la lutte des classes va encore briser ma jeunesse ? Voilà. C'est ça que je suis en train de me demander au fur et à mesure de cette chronique. Pourquoi je vous parle d'Amélie Poulain dans une émission marxiste ? Est-ce qu'il y a un message important pour la société que nous aurions raté dans ce film ? Eh bien, pour aborder le sujet, je vais citer un de mes groupes préférés que j'ai beaucoup essayé de caser dans l'émission. Les Fatal Pour les Picard. pauses musicales de vous. Moi, je vis chez Amélie Poulain. C'est une chanson de Fatal Picard parodiant le film en prenant le point de vue d'un personnage qui en a marre de vivre dans cette réalité. Et ils disent dans cette chanson, je les cite: le détail qui va changer ta vie, si tu le loupes, t'es marron. Enfin marron, façon de parler, car si on fait un peu attention, on voit bien que les couleurs foncées, il n'y en a pas des masses dans les environs. Les noirs sont dans le Cosby Show, les juifs chez Woody Allen, les esquimaux sont dans des boîtes et les indiens dans les westerns. Y a-t-il un problème de diversité chez Amélie Poulain ? Oui, on va pas tergiverser plus longtemps. Tous les personnages principaux dans le film, à l'exception de Jamel Debbouze, sont blancs. Tous, pour un film allant dans le détail et voulant filmer la réalité parisienne, bien que parfois fantasque, derrière la vie d'Amélie, en oublie-t-il le côté cosmopolite ? Est-ce qu'en fait, Amélie Poulain ne serait-il pas tout simplement le reflet de l'idée que se ferait d'un facho, d'un Paris idéal ? Ces questions sont tout à fait sérieuses. À l'époque, le film à sa sortie avait vu quelques voix, au milieu de toutes les louanges, s'élever pour dire que le film vendait une nostalgie réac, voire qu'il voulait le péniser les esprits. Le film date de 2001, pour rappel. Serge Kaganski, alors rédacteur en chef adjoint des Incorruptibles, publiait une tribune « Amélie pas jolie » dans Libération. Son angle d'attaque, le film montre un Paris soigneusement nettoyé de toute sa polysémie ethnique, sociale, sexuelle et culturelle, sans immigrés, ni PD, lesbiennes et queer. Alors, est-ce que Amélie Poulain est problématique ? Bon, déjà, je pense pas que Jean-Pierre Jeunet soit raciste, et c'est peut-être naïf, mais je ne pense pas forcément que ce choix esthétique ait été fait avec cette intention politique. Mais du coup, je vous retourne la question, chers collègues chroniqueurs, qu'en pensez-vous ? Aviez-vous remarqué ce manque de diversité chez Amélie Poulain ? Et pensez-vous qu'à notre époque, 24 ans plus tard, là où ces thématiques telles que l'inclusion et la diversité qui sont plus présentes dans nos échanges qu'à l'époque, jusqu'à être parodié par l'extrême droite d'ailleurs, est-ce que le film serait-il aussi bien reçu ? Est-ce que les reproches que j'ai cités auraient eu une place plus importante ? Est-ce que le hashtag Amélie raciste aurait été entêté sur Twitter ? Je vais trop loin. Balance ton Amélie. Je vais trop loin. Bref, quel est votre avis ? Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y. Par rapport à la représentativité, moi je me sens... Genre, j'ai pas eu de truc, vu qu'en fait, comme je suis blanc, le fait de voir plein de blancs, ça m'a pas... Enfin, genre, j'ai pas eu un truc en mode « Ah putain, il y a plein de blancs et tout ». Mais déjà, j'étais jeune quand je l'avais vu. Mais je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, justement, ça m'avait saoulé, ce côté « Putain, tout le monde, il est heureux, en fait ». Genre, t'avais vraiment l'impression d'être dans un conte de fées, là, en mode...
là, à cet instant-là, 7 personnes ont des orgasmes. Mais super, je m'en tamponne, quoi. Genre vraiment, je me rappelle, j'avais été en mode, bah ok, d'accord, est-ce qu'on peut avancer dans la suite du film? Donc, je pense que s'il sortait aujourd'hui, peut-être les gens seraient un peu saoulés du fait que ça soit autant friendly, girl-friendly, en mode, regardez, on est tous copines, etc. Mais par rapport à la représentativité, c'est un film français des années 2000, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Rien de choquant là-dedans. En fait, ça m'étonne même pas. Ouais, je pense que c'est vraiment lié à cette industrie qui, à cette époque-là, s'était posé absolument aucune question sur les rapports de représentation de la société. C'était un métier, c'était une industrie qui était... une industrie capitaliste classique avec du coup hégémonie des hommes blancs et en même temps moi je rejoins Gabin là-dessus, c'est que moi j'ai grandi à la campagne où il y avait essentiellement des blancs. Tu vois un film sur Paris, t'as aucune idée de ce à quoi ça ressemble. En fait, si t'as jamais mis les pieds à Paris, tu peux pas vraiment te poser des questions et te dire attends, c'est bizarre. Là vous allez à Paris dans les quartiers où Amélie vit, même si c'était il y a 25 ans, effectivement je pense que tu te dis attends, c'est bizarre, c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, quoi. Mais quand tu es pas parisien et que tu habites à la campagne, tu te dis s'ils montrent Paris comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Et c'est vrai que là du coup il y a quand même une responsabilité, c'est que malgré tout, même si c'est des œuvres de fiction, en fait, elles ont un effet fortement performatif sur la manière dont on se représente le monde, en fait, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'habites à ta campagne, tu vois Paris comme ça, tu te dis ah ouais, Paris c'est propre, Paris il y a que des blancs, les gens ils sont contents. Ok, c'est comme ça. Ça laisse comme une fausse idée que c'est facile d'habiter à Paris alors que ça coûte la peau du cul. C'est ça en fait. Oui. Et alors les Arocs, tu dis les Arocs, il ferait bien de balayer devant leur porte parce que disons, surtout à l'époque déjà, tu prends un numéro spécial des Arocs, leur top 100 des super albums de tous les temps. Alors il y a que du rock blanc. Il y a le rhythm and blues, la soul, la funk, tout ça, tous ces styles de musique qui sont quand même pas négligeables, quoi. Ils se passent à la trappe. Et on est sur Radio Pulsar, on a quand même une playlist qui est intéressante, notamment l'émission Cool Groove qui est juste après. Voilà. Non, qui est le dimanche, mais qui est, on va dire, un peu représentative de la playlist de Pulsar. C'est le Metal Fury. Non, après, c'est Metal Fury. Je crois qu'il y a peut-être un de nos invités qui voulait dire un mot, peut-être. Non, du tout. Mais c'est clair qu'il y a une forte responsabilité et puis c'est vrai qu'il faut toujours balayer devant sa porte avant de se moquer. Nous, on pourrait nous faire plein de reproches sur la représentativité de notre plateau. On essaye de s'élargir petit à petit. Alors aujourd'hui, il n'y a que des hommes autour de la table, mais vous avez vu dans l'équipe, on a essayé d'élargir notre panel, bien sûr. Mais après, si vous vous sentez légitime à venir participer avec nous à l'émission et que vous pensez avoir un regard marxiste, je lance un appel, venez grossir nos rangs. Mais oui, bien sûr, tout le monde est légitime de donner sa voix derrière un micro. Voilà, et donc, mais après, il y a la réalité aussi, c'est qu'à cette époque-là, c'était vraiment une démarche, je pense, militante d'aller chercher plein d'acteurs et d'actrices pour être plus représentatifs de la réalité. Et surtout que Jamel Debbouze est encore utilisé comme caution racisée. C'est la même chose avec le film Indigène qui traite de la guerre d'Algérie, qui est une horreur historique. C'est vraiment de la merde en barre. Et en fait, Jamel Debbouze est encore utilisé comme caution. Et au final, l'argument de Karganski en mode ouais, c'est un clip de campagne pour Le Pen. Finalement, il est plutôt réel, vu qu'aujourd'hui, tous les fachos se servent de ce film. Pour dire, regardez comment est-ce que la France, ça pourrait être belle s'il n'y avait aucun noir dans ce pays. Donc, ouais, finalement, quand Salamé, Poulain, t'as bien raison. Non, c'est pas du tout le message. Bon, en tout cas, c'était Poitou Pop, votre émission sur Radio Pulsar, une semaine sur deux, de 19h à 20h. On se retrouve donc dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.